Au sommaire de cette édition, la 6e session du Conseil des ministres du G5 Sahel s'est tenue ce mardi dans un contexte de recrudescence des attaques contre les forces armées burkinabè et maliennes. Le président rwandais Paul Kagame a remanié ce lundi son gouvernement et effectué des changements au sein de l'armée. Il a promu le général de division Jean Bosco Kazura, général 4 étoiles. Et puis, à quelques mois des élections générales au Burundi, la Russie a réaffirmé son soutien aux autorités de Bujumbura, critiquées par de nombreux pays au sein de la communauté internationale. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. On démarre par le Bénin où l'ancien médiateur Albert Tevoitre, connu sous le pseudo Frère Melchior, est décédé très tôt dans la matinée de ce mercredi à l'âge de 90 ans. Il était souffrant depuis quelques mois et gardé dans une maison de retraite. Celui que l'on surnommait le renard Drake Bay, sa bourgade d'origine, proche de Porto Novo, avait aussi joué un rôle central lors de la conférence nationale souveraine du Bénin, qui fut le premier acte de la transition démocratique du pays. L'île Maurice tiendra jeudi son scrutin législatif. Ce dernier doit permettre au Premier ministre sortant d'obtenir la légitimité populaire lui faisant défaut. Quelques 941 000 électeurs mauriciens inscrits sont attendus aux urnes pour les 11e élections législatives sur l'île Maurice prévues jeudi. L'enjeu principal est la reconduction ou non de Pravin Junot, âgé de 57 ans, qui avait succédé à son père, Anoroud Junot, en 2017. Il était chef du mouvement socialiste mauricien, principal parti de la coalition au pouvoir. Il avait accédé au pouvoir sans passer par des élections. Cette succession avait donné lieu à des débats passionnés sur l'archipel, démocratie stable de l'océan Indien depuis son indépendance du Royaume-Uni en 1968. L'opposition ne s'était pas privée d'en dénoncer le caractère monarchique et avait réclamé avec virulence des élections en vain. Elle n'a pas changé d'angle d'attaque pendant la campagne actuelle. L'ancien Premier ministre Navin a d'ailleurs déclaré vouloir libérer le pays de l'emprise du clan Junot. Navin, blanchi dans 10 des 11 procès intentés contre lui ces 4 dernières années, est à la tête de l'Alliance nationale de centre-gauche, constituée avec le Parti mauricien social-démocrate. Pour la première fois depuis 1976, ces élections mettront aux prises 3 blocs. Il s'agit de l'Alliance nationale de Navin Ramgoolam, l'Alliance mauricienne de Junot et le mouvement militant mauricien de Paul Béranger, ancien Premier ministre. Il n'est pas exclu que personne n'obtienne la majorité absolue et qu'une alliance doive être formée après le scrutin. Les électeurs doivent choisir 62 députés. La commission électorale nommera ensuite 8 députés parmi les non-élus ayant obtenu les meilleurs scores afin de rééquilibrer la répartition des sièges entre partis et communautés à l'Assemblée nationale. Les ministres de la Défense et des Affaires étrangères des pays du G5 Sahel étaient en réunion ce mardi. Cette 6e session du Conseil des ministres s'est tenue dans un contexte de recrudescence des attaques contre les forces armées burkinabè et maliennes. La 6e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel se tient au moment où les États membres du G5 Sahel restent toujours confrontés à de nouveaux défis sécuritaires liés notamment à l'activité de groupes armés terroristes, à la criminalité transnationale organisée et au trafic de tout genre. Cette session a offert l'opportunité d'examiner l'état d'avancement des différents domaines de développement et de sécurité couverts par le G5 Sahel et de formuler les orientations nécessaires pour une meilleure appropriation des différents dossiers. Dans les semaines à venir, un redéploiement des bataillons sur les différents fuseaux va s'effectuer afin de rendre plus performante la force conjointe. Mais en attendant, les pays membres comptent multiplier les rencontres pour la recherche de nouveaux partenaires, les pays du G5 Sahel souhaitant traiter directement avec le monde arabe sans intermédiaire. La Chine monte en puissance. Les Turcs sont présents avec une contribution de 5 millions de dollars en équipement. Un sommet est prévu en Arabie Saoudite pour approfondir le contact avec le monde arabe, selon Maman Sambo Silikou, secrétaire permanent du G5 Sahel.
Quant à la participation de la Russie, les discussions sont toujours en cours. Sur le plan militaire, le nouveau commandant a proposé une mise en commun des forces aériennes de tous les pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Un redéploiement du bataillon tchadien est à l'étude. Ce bataillon viendra renforcer le fuseau centre, c'est-à-dire la zone des 3 frontières, Mali, Niger et Burkina. Le Conseil a déjà accepté cette proposition. Il ne reste que sa validation par les chefs d'État. Au Rwanda, le président Paul Kagame a remanié ce lundi son gouvernement. Il a également effectué des changements au sein de l'armée. Le président rwandais Paul Kagame a procédé ce lundi à un important remaniement de son gouvernement avec la nomination d'un nouveau ministre des Affaires étrangères et de la hiérarchie militaire aux différents niveaux des forces de défense et de sécurité. Promu général 4 étoiles, le général de division Jean Bosco Kazura a été nommé chef d'état-major de l'armée rwandaise. Il succède ainsi au général Patrick Nyamfumfumba, nommé ministre de la Sécurité intérieure. Avant cette nomination, le ministère de la Sécurité intérieure relevait du ministère de la Justice. Un ancien ministre de l'Environnement, Vincent Biruta, a lui été désigné au poste de ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Il remplace le docteur Richard Sezibera, un médecin militaire à la retraite et ancien général de la communauté de l'Afrique de l'Ouest. Avec 14 femmes ministres dans une équipe de 27 membres, le nouveau gouvernement rwandais compte désormais 52% de femmes. Je le disais en titre, la Russie a réaffirmé son soutien aux autorités du Burundi. Ce soutien intervient à quelques mois des élections générales qui doivent y être organisées. Critiqué par de nombreux pays au sein de la communauté internationale pour les atteintes aux droits de l'homme et la répression qui s'est abattue sur l'opposition, le Burundi peut désormais compter sur le soutien de la Russie. Nous avons confirmé notre position et échangé au sujet de la souveraineté du Burundi. Et nous avons affirmé qu'aucune ingérence extérieure dans les affaires intérieures de ce pays était inadmissible. C'est ce qu'a affirmé ce mardi à Moscou Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, à l'issue de ses entretiens avec son homologue burundais. Ce soutien complet de la Russie est très apprécié par les autorités du Burundi et le ministre burundais des Affaires étrangères n'a pas manqué de le rappeler à son homologue russe. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au gouvernement et au peuple russe. Ici, je voudrais souligner les différents soutiens que le Burundi bénéficie de la part de la Russie. Ce qui se fait à travers différentes actions témoigne que nous avons les relations les plus profondes. Le chef de la diplomatie burundaise a par ailleurs lancé un appel aux investisseurs russes. Venez constater par vous-même que tout va bien dans notre pays, a-t-il notamment déclaré, avant d'ajouter que les élections générales de 2020 seront de véritables élections démocratiques et transparentes. Gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, le mouvement de protestation s'amplifie. Ce mardi, les enseignants des écoles conventionnées catholiques de Lubumbashi étaient sur leur lieu de travail mais n'ont pas dispensé les cours aux élèves. Les détails. Depuis la mise en application du programme du gouvernement central sur la gratuité de l'enseignement de base, les mouvements de protestation se multiplient en République démocratique du Congo. Dans l'ex-Katanga, de plus en plus d'enseignants des écoles publiques sont en grève, et notamment dans les écoles conventionnées par les églises. Ce mardi, les enseignants des écoles conventionnées catholiques de Lubumbashi étaient sur leur lieu de travail, mais n'ont pas dispensé les cours aux élèves. Le syndicat national des enseignants des écoles catholiques explique que cet arrêt de travail est un acte de solidarité envers leurs collègues employés par l'État, mais jamais payés. Ces enseignants ne recevaient de salaire que des parents, un principe aboli par le chef de l'État depuis septembre. 105 000 enseignants sans salaire. Au niveau national, le syndicat des enseignants du Congo estime qu'il existerait 105 000 enseignants sans salaire dans tout le pays. Le gouvernement promet de lancer une opération d'identification d'ici au 15 novembre, un préalable avant d'envisager de leur payer un salaire. Mais ce n'est pas le seul motif de grève dans l'ex-Katanga. Le mouvement de protestation touche d'autres territoires en milieu rural. Dans certaines écoles, les enseignants protestent contre la différence de traitement entre ville et campagne. Tous ont perdu la prime des parents. Mais à Kinshasa ou à Lubumbashi,
En guise de compensation, un enseignant touche $124 de plus. En milieu rural, ce n'est que $24. Toutefois, la présidente du syndicat des enseignants du Congo, Cécile Chiyombo, assure qu'elle travaille avec le gouvernement afin d'obtenir un rééquilibre. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. La revue de presse Afrique du jour s'ouvre au Cameroun où toute l'actualité tourne autour du chef de l'État. L'œil du Sahel se remémore et titre 6 novembre 1982, 6 novembre 2019, Paul Biya et le testament d'Amadou Ahidjo. Le journal publie une lettre manuscrite de Paul Biya à Amadou Ahidjo où il promettait de sauvegarder l'enseignement de son prédécesseur. Le président est à retrouver en manchette du journal Le Messager, septennat des grandes opportunités, Paul Biya, la force de la stagnation. Un an après avoir prêté serment, le chef de l'État, acculé de toutes parts, incapable de tenir les promesses à l'hémicycle, bilan de la gouvernance du statu quo. Mutation à présent, diplomatie au Cameroun, le coq chante, le cow-boy déchante. Pendant que Paris redynamise sa coopération avec Yaoundé, Washington fait grise mine. Au Sénégal, l'enquête s'intéresse à l'actualité du moment et titre report des locales, dérèglement du calendrier électoral, dilatoire au sommet. Le Témoin quotidien sur une autre actualité s'interroge, blocage du dialogue national et si Macky était le responsable. Autre titre avec le même journal, élection, les locales tenues au plus tard le 28 mars 2021. Le Sénégal, c'est aussi les affaires en lien avec les ressources naturelles. Sud Quotidien, démarrage des auditions dans l'affaire des contrats d'exploration pétrolière et gazière, les 1000 facettes du Petrogaz Gate. L'AS pour finir, gestion de l'eau dans le monde rural par SDE, Macky freine, Serigne, Mbaïtiam. Autre titre avec le même journal, élection locale fixée au plus tard en mars 2021, le gouvernement cède à la pression de la société civile. En Côte d'Ivoire, le scrutin présidentiel à venir occupe toujours autant l'actualité. Le jour plus titre, présidentiel 2020, vaine manœuvre de déstabilisation du régime. Le patriote croit savoir et affiche de son côté, alors qu'il se promène en Europe, l'injure à la bouche, le camp Soro se vide. Par milliers, ses partisans rejoignent le RHDP chaque jour. Les vraies raisons d'une saignée. Le nouveau réveil à présent. Déclaration après la réunion du secrétariat exécutif hier, le PDCI solidaire de Gbagbo et de Blé-Goudé. Le quotidien d'Abidjan s'intéresse aussi à l'ancien président ivoirien, manœuvre contre le retour de Gbagbo, la CPI froisse le courrier du régime. Au Togo, Liberté semble inquiet titre, récentes attaques de pirates au Bénin et au Togo, à quoi auront donc servi le bruyant sommet sur la sécurité maritime et sa charte. Autre titre avec le même journal, logique de cloisonnement de la population, le zèle du préfet d'Outine Sarma à Kanté. Togo Matin à présent, présidentielle de 2020, la diaspora togolaise aura voix au chapitre. Autre titre avec le même quotidien, lutte contre la corruption, la Aplusia passe à une nouvelle étape importante. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.